Alors, Nasrine Reza, bon matin. Ah, bon matin, Diane. Je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup de ton invitation. Je suis très heureuse que tu aies accepté. Je vais parler un petit peu plus fort que d'habitude parce que, comme nous sommes en live sur Facebook, je ne sais pas si les gens vont bien entendre mes questions. Sinon, il y aura toujours le podcast de cette émission que je reposterai en fin de journée, comme d'habitude. Alors, Nasrine, tu arrives de Suisse, tu viens tout juste d'arriver. Tu es arrivée plus tôt pour être à l'émission ici parce que tu commences une série de conférences et d'ateliers, je pense à partir de jeudi, je crois. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, je suis arrivée hier. Isabelle, mon amie, est venue me chercher. On est direct parti de Montréal pour arriver à Québec pour être ici à ta belle émission, Diane. Wow. Oui. Ça me touche beaucoup que vous ayez eu cette ouverture-là d'être avec nous ici aujourd'hui, puis que vous soyez, que Isabelle et toi, vous êtes venus alors, sans savoir trop ce qui vous attendait finalement, parce que vous ne connaissez pas l'émission, évidemment. Alors, Nasrine, comme ici, je souhaite que les gens découvrent la merveilleuse personne que tu es, j'aimerais que tu parles un peu de toi, parce que moi, j'ai lu ton livre, Le pouvoir de l'accueil. Oui. Je le recommande chaudement aux gens. On va en reparler tout à l'heure. Je suis en train de lire Nutri-Émotion, qui était ton premier livre aussi, qui est fascinant et qui sont d'une simplicité puissante, je dirais. Et tu as fait l'objet d'un magnifique reportage de mon amie Lucie Douville qu'on avait à l'émission la semaine dernière. Ici. Ah, excellent! Et sur le magazine Vivre, il y a 7 ou 8 pages sur toi. Elles sont magnifiquement écrites et qui nous permettent de te connaître. C'était dans l'édition, je pense que c'était du mois de mai, qui n'est peut-être pas disponible actuellement en boutique, mais qui l'est encore sur le site du magazine Vivre. Alors, tu as vécu des choses assez spéciales, jeune, qui t'ont amené à faire des choix de vie où tu as découvert une façon de vivre qui est quand même particulièrement simple et particulièrement puissante, comme je le disais tantôt. Parle-nous un peu de toi. Tu es née à quel endroit? Alors, je suis née à Zurich. Ah oui. Et j'y ai passé les 16 premières années de ma vie. Puis, j'ai déménagé en Suisse romande, en Valais, dans les montagnes. Et c'est là où j'ai ouvert mon premier cabinet. C'est là où toute l'aventure, quelque part, a commencé. Une aventure intérieure avant tout, même si elle était déjà bien installée avant, mais c'est un peu là où ça a explosé. C'est là où il y a eu l'éclosion, vraiment. C'est là surtout où j'ai pu commencer à partager ce que j'ai pu expérimenter, ce que j'ai pu vivre avec beaucoup d'autres personnes. Quand on lit ton livre, La Nutri-Émotion, tu racontes un peu l'histoire que tu te levais avec plein de douleurs. Oui. Physiquement, tu avais beaucoup de difficultés. Qu'est-ce que c'était au juste? Tu veux nous en parler un peu? Alors, vois-tu, on ne peut pas vraiment dire ce que c'est au juste parce qu'on ne pouvait pas déceler ce que c'était au juste. C'est vrai? Par contre, il y avait vraiment des symptômes physiques d'une fatigue extrême à un tel point qu'on n'arrive plus à se lever. Tu avais quel âge à ce moment-là? 15 ans. Ah, 15 ans. Tu étais jeune. Oui. La vie m'a vraiment placardée au lit. C'est vrai. Elle m'a vraiment placardée au lit et je la remercie du fond du cœur. Parce que, tu sais, tant que ça touche le système émotionnel, quand on est conscient d'émotions, de pensées qui ne résonnent pas vraiment pour nous, on peut peut-être encore les esquiver d'une certaine manière. Tu sais, adopter un peu la politique de l'autruche. On se dit, mais oui, mais ça va passer, oui. Mais non, etc. Mais souvent, quand même, ça... souvent, excuse-moi, souvent même, on a tendance à considérer ça normal. Ben oui, ça fait partie de ma vie, c'est mon quotidien, tout ça. Exact. On le considère souvent comme une normalité, tu as tout à fait raison. Or, quand ça touche le corps physique, on ne peut plus passer à côté. On ne peut pas ne pas voir. Là, c'est physique. C'est OK, tu peux plus bouger. Tu t'es collé au lit, tu n'as plus de force. Est-ce que tu dirais que tu avais eu des symptômes d'autre nature avant?
avant que la vie t'envoie tous ces signes sur le corps, là, est-ce qu'il y avait des choses autres au niveau émotionnel ou matériel dans ton environnement? Je te vois sourire. Oui, en fait, l'autre symptôme, c'est un symptôme envers lequel j'ai énormément lutté pendant les 15 premières années de ma vie. Et ce symptôme était les voix. Les voix que j'entendais. OK. Donc des voix totalement distinctes et qui, depuis mon plus jeune âge, me parlaient des déséquilibres physiques, émotionnels, psychiques, de ce qui n'allait pas dans la vie d'autrui. Et cette voix, à un moment donné, elle est devenue tellement puissante. Donc j'étais très, très recluse comme ça. Je n'avais pas beaucoup d'amis, j'étais plutôt seule. Parce que je ne voulais plus me confronter à ce monde extérieur dans lequel, au final, je passais tout le temps pour une extraterrestre. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, je ne peux qu'en rire, je ne peux que remercier la vie. Sur le moment, à l'âge de, tu vois, entre 13, 14, 15 ans, quand tu es dans l'adolescence et tu essayes un peu de te faire un espèce de clan social pour t'intégrer, qu'il n'y a absolument rien qui va dans ce sens-là, parce que tout fait que tu es toujours la personne étrange, celle qui va dire des choses qui se produisent par la suite quand même. Parce que tu entendais des voix qui te disaient ce qui était pour se passer. Oui, ça aussi, ça touchait vraiment, ça touchait beaucoup de choses. Et du coup, il y a eu un tel ras-le-bol, un tel j'en veux plus de ces voix-là. Je veux plus. Cet état de lutte est devenu tellement fort que la vie, à un moment donné, elle m'a juste plaqué au lit. Elle a dit, tu vas être là et tu vas accueillir. Tu vas accueillir ce qui se passe. Parce que tu n'as pas le choix. Je ne te donne aucun autre choix. Et la fatigue était telle, la dépression, il y avait vraiment, tu sais, au niveau physique, mental, émotionnel. De toute façon, ça forme une petite famille. Donc, quand l'un va mal, toute la petite famille en pâtit. Mais là, tout le monde, vraiment, quelque part, hurlait de l'intérieur en disant, arrête de lutter. De toute façon, tu ne vas pas pouvoir y échapper. Quand tu luttes comme ça physiquement, puis que tu dis j'en veux pas de ça, est-ce que tu continues d'entendre, de recevoir des messages? Ah oui, ça ne change absolument rien au niveau des voix. Ça ne change absolument rien, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Je pense que tu racontes dans ton livre, je vais t'entendre le dire. Oui, il y a eu vraiment un matin, il y a eu sans aucune anticipation, c'était juste un mouvement intérieur qui s'est manifesté à ce moment-là et qui a amené à une totale résignation. C'était... T'abdiquais ou tu acceptais? Acceptation totale. C'est comme si je me posais en moi-même, enfin. Je n'essayais plus de m'écarter de ce qui m'habitait, j'essayais plus de contrôler, j'essayais plus de lutter contre, j'essayais plus de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. C'est que je me posais moi-même, vraiment, je me posais en moi-même. C'est ça, cet état d'abandon et de résignation, de dire, ok, je dis oui à ce qui est. Je dis oui à ce qui m'habite. Je dis oui à toutes ces voix. Je dis oui à cette extrême fatigue et souffrance physique aussi. Je dis oui au fait d'être alité là. Je dis oui à ce que je suis profondément. Qu'est-ce qui, selon toi, avait amené cet état d'accueil-là? C'était l'impuissance ou c'était, tu sentais que c'était ça qu'il fallait que tu fasses? Parce que, tu sais, souvent, quand on souffre, on dit, bon, ben, c'est ça que j'ai, mais en même temps, on l'accepte un peu de travers, puis on fait avec. Mais là, tu l'accueilles là, complètement. Alors, qu'est-ce que tu dis dans ta tête à ce moment-là? Ben, en fait, ma tête ne m'appartient pas vraiment. donc, ce qui se passe, c'est que pendant des mois avant ce fameux jour, les voix disaient tout le temps accueil. C'était en boucle. C'était comme un mantra. C'était accueil. Accueil, accueil. Puis je me disais, mais accueil quoi? Mais je vais jamais accueillir. J'ai pas envie. Et plus j'étais dans ce non face à ce qui se manifeste, plus ça disait accueil. Juste accueil. Je crois que à un moment donné, après avoir tenté vraiment tous les chemins possibles pour essayer d'y échapper, tu sais, c'est comme quand tu es dans un labyrinthe et tu as fait 1 million de fois le tour et tu trouves pas la sortie. À un moment donné, tu
tu t'assieds et tu dis ainsi soit-il. Ouais. Eh ben, quitte à ce que je meure là-dedans, je m'en fous. Tu sais, c'était quelque chose de cet ordre-là, un peu révolté aussi au départ, de dire, eh ben, ainsi soit-il. Fais de moi ce que tu veux, chère vie. J'en ai plus rien à foutre, tu vois. Et c'est là où ça a changé. C'est exactement à ce moment-là où... Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, physiquement, puis dans ta vie en général? Alors physiquement, à ce moment-là, d'état d'accueil absolu, je ne sentais plus du tout le corps physique. Oh. Du tout, du tout. Ce sont des états qui arrivent encore très souvent comme ça, où tout à coup, on sait qu'il est là, mais on ne sent vraiment plus rien du tout. Donc c'est un état très particulier. À ce moment-là, ça m'a vraiment permis d'observer que je n'étais pas cet être humain qui était alité là, que j'étais pas ce corps souffrant, que j'étais pas la lutte qu'il y avait dans l'espace mental, disons, pour simplifier les choses, et que j'étais pas cette gigantesque peur de, non pas de mourir, mais de vivre finalement, de dire oui à ce que je suis. Donc, j'ai pu observer que j'étais pas du tout cela, consciemment, parce que au fond de moi, je me suis jamais considérée comme un être humain, ce qui m'a pas du tout facilité la tâche à mon jeune âge. Tu te considérais comme quoi? Malcolm, je ne pouvais pas le nommer, mais je savais du moins que je n'avais rien en commun avec cette forme humaine. C'est vrai? Mais j'en ai jamais vraiment parlé, parce que par peur de ne pas être aimé, hein, c'est toujours par peur de ne pas être accepté, de ne pas être aimé. Donc voilà physiquement ce qui s'est passé. Il n'y avait plus aucune sensation physique, il y a une réelle prise de conscience qui était de l'ordre de « mais écoute, tu n'es même pas ce qui est alité là au lit ». Et c'est là, grande révélation, que je me suis aperçue que ces voix qui me parlaient n'étaient autres que ma propre voix. Donc, dans les grands moments de désespoir, on se dit, ah mais, chère vie, Dieu, ou guide, ou ange, ou peu importe comment les gens nomment ça, et où on fait appel à cela, c'est vraiment là où j'ai pu réaliser, mais que j'étais cela. J'étais cette force supérieure quelque part que j'implorais par moments à faire cesser cette souffrance intérieure. C'était mes voix. Donc, c'est là où tout a basculé, où il n'y a plus jamais eu aucune notion de manque, de recherche extérieure pour essayer de remplir quelque chose à l'intérieur, parce que je me suis aperçue que j'étais tout ça. Et que nous sommes tous, finalement. Absolument, absolument. D'où quand les gens aussi souvent me disent, tu vois, je parle avec mes guides, je leur dis, mais tu vois, c'est merveilleux parce que, ou quand ils me disent, j'ai eu cette intuition, mon guide m'a envoyé, ou la vie m'a envoyé, ou Dieu m'a envoyé, ou peu importe comment on nomme cette source-là, je leur dis, c'est merveilleux, c'est toi-même qui te transmet ces informations. C'est nous, parce que nous sommes branchés à quelque chose de plus grand, ou parce que nous sommes ce plus grand. Nous sommes ce qu'il y a de plus grand. Je chair de poulise. Mais au fil des ans, nous nous sommes confondus avec cette forme humaine. Nous avons réduit cet incroyable potentiel qui nous habite à un être humain. Ce n'est pas pour le dévaloriser. L'être humain est un mammifère hautement sophistiqué. Mais c'est bien plus que ça encore. Donc, c'est un peu la forme qu'on a pris dans cette partie de vie. Je choisis mes mots parce que je vais essayer de refléter justement ce que tu expliques. Ce corps-là que j'habite, c'est la forme que j'ai choisie pour ce bout de vie-là, c'est ça? Alors, en fait, Diane, pardon, en fait, je ne pense pas que nous habitons à l'intérieur de cet être humain. Souvent, les gens nous disent, oui, il y a mon âme qui s'est incarnée à l'intérieur de l'être humain. Et l'incarnation, pour moi, c'est juste une identification. Tu sais, c'est comme quand tu regardes un film, tu regardes cet acteur principal qui joue son rôle. Oui. À force de regarder ce film ou cette série télévisée, pour finir, tu t'identifies avec lui. Oui. Tu te prends pour lui. Oui. Tu es dans le film.
Donc pour moi, ça n'existe, ce n'est pas de l'ordre de je suis ici à l'intérieur. Parce que si j'étais ici à l'intérieur, je ne pourrais pas avoir cette vue d'ensemble sur la vie. Je pense que je ne pourrais même pas avoir d'intuition. L'intuition, c'est vraiment avoir une vue d'ensemble sur toutes les situations, mais en simultané. Donc je ne peux pas être ici à l'intérieur. L'être humain est plutôt comme une étincelle de vie dont je peux m'occuper. Que je peux guider. Dans quel but? Pas dans un but particulier, parce que je ne pense pas qu'il y ait de but. La vie, pour moi, elle est parfaite, et ce qui est parfait n'aspire à aucun but. Mais c'est dans la nature, dans notre nature profonde, de porter toute étincelle de vie. Pas dans un but quelconque. Pour moi, c'est juste parce que c'est comme ça porte avec grâce chaque parcelle de vie. Un peu comme quand on n'aime pas dans un but en particulier, on aime, point. Est-ce qu'on peut faire un peu ce parallèle-là? Oui. On aime sans raison. C'est là le plus bel amour. C'est aimer inconditionnellement, sans raison, sans but, sans recherche, sans attente, sans vouloir améliorer. On aime pour ce qui est là. Et ce jour-là, j'ai pu aimer cet être humain pour ce qu'il est. Non pas étant moi, mais pour ce qu'il est dans sa propre perfection. Qu'est-ce que tu t'es mis à devenir à partir de ce moment-là, ou à être? Le choix des verbes rend peut-être pas justice. Oui, les mots. C'est toujours une grande histoire, parce qu'à un moment donné, les mots ne conviennent plus. Mais il n'y avait justement plus de devenir. Parce qu'il n'y avait plus aucune attente. Tu n'avais plus aucune attente. Exact, Okay. Exact. Toutes les attentes se sont dissipées en une fraction de seconde. Ça a été vraiment le grand bouleversement. Est-ce que c'est ce qui ressemble le plus à l'illumination dont on nous parle souvent? On peut appeler ça comme ça. On peut appeler ça comme ça, mais tu sais, souvent les gens disent, on pense que quand on goûte à l'éveil ou l'illumination, ou peu importe les mots, de toute façon, il n'y en a aucun qui convienne, et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe après. Pour moi, l'illumination ou l'éveil, ça se passe à travers des choses hautement ordinaires, très simples. Pas à travers « waouh, et je ressens telle chose, et j'ai telle vision ». Non, c'est beaucoup plus proche, c'est beaucoup plus simple, c'est plus proche de nous que cette entité physique. Donc il n'y avait plus l'envie de devenir quelque chose, justement. C'était ok, je ne suis pas cela. Je n'ai plus besoin de contrôler cela. Quand on dit, Nasrine, je ne suis pas cela, est-ce qu'on se demande qui suis-je? Ou si, pour toi, c'était clair, je ne suis pas cette enveloppe corporelle-là, je ne suis pas cet être humain-là, je suis plus grand que ça. C'était ça la réponse, c'est ça? C'était ça la réponse. Qui suis-je? C'est une question sans fin. Tu es tout sauf ce que tu crois être. Oh, palais. Donc, ce que tu es, tu ne vas jamais pouvoir le décrire puisque tu l'es déjà. Dès l'instant où tu peux décrire un état, c'est forcément que tu en es l'observateur. Tu es là et tu perçois cet état. Comme quand les gens disent « je suis une âme ». Tu es celui qui perçoit l'âme à cet instant où tu dis cela. Donc, ce que tu es véritablement, tu ne pourras jamais mettre de mots là-dessus. Tu ne peux que le vivre, l'expérimenter. Mais jamais aucun mot ne pourra convenir. Qu'est-ce que ça change dans une vie? Tu sais, je vois, là, je suis capable d'imaginer un peu tout le, pas le bouleversement, mais le changement quand même que ça a dû apporter dans ta vie, cet accueil-là, cette reconnaissance-là. Oui. On fait quoi après? Tu continues l'école? Tu te mets à aider davantage les gens? Qu'est-ce que tu es devenu par la suite? Oui, alors par rapport à l'école, l'école était plutôt de courte durée, je dirais, parce que ça ne me convenait pas d'avoir des réponses toutes faites. Voilà.
Et donc, il y avait des réponses toutes faites et il fallait les retransmettre aux examens. Enfin, je voyais aucunement de quelle manière cela pouvait être constructif pour l'être humain. Et donc, les études, voilà. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Ça dépend tout de chaque être humain, de ses passions et de ce qu'il recherche. Mais pour Nasrine, ça ne résonnait pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les études, une fois plus ou moins achevées, on a un peu bouclé l'histoire assez rapidement. Naturellement, en fait, les choses se sont mises en place. Là, quand j'ai emménagé en Valais, justement, en Suisse, romande, donc naturellement, il y a eu le mouvement, l'élan qui était, OK, ben, on va ouvrir un cabinet. À partir de ce cabinet, il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup d'accompagnement pour partager. C'était même pas vraiment l'envie de partager, mais c'était une évidence. C'était, tu vois, comme l'intuition, c'est une évidence. Tant que tu sais que c'est ça, à la limite, c'est même au-delà de ça, tu es déjà en train de le faire au moment où tu te dis, c'est ça. Donc, ça, la vie a vraiment orchestré les choses d'une manière hautement fluide. Donc, il n'y avait plus aucun état de lutte. Donc, tout devient vraiment très fluide, très simple. Ça se fait, j'ai presque envie de dire, tout seul. Donc, c'était l'élan vraiment de partager ce qu'est fondamentalement la lutte et ce qu'est l'accueil. Donc, à partir de là, j'ai donc rencontré beaucoup de psychologues, de médecins, de chercheurs aussi en épigénétique, qui se sont intéressés aussi de manière plus physique, je dirais. Ton cas. Voilà, exactement. Il y a ce qu'est la lutte, qu'est-ce que ça engendre aussi dans le corps physique. Donc, on a vraiment pu faire on a pu aller explorer ensemble. J'étais vraiment honorée de pouvoir le faire parce que j'avais aucun papier, donc je suis même pas autorisée à la limite à participer à ce genre de projet. Donc c'était vraiment une grande découverte et surtout cet honneur de pouvoir partager et d'amener l'autre à explorer en lui ce qui est unique en lui. C'est vraiment ça le cadeau, je trouve. Tu aidais, je crois, des gens à identifier leurs problématique, mais par rapport au niveau émotionnel. C'est-à-dire la douleur physique correspondait à quelque chose que toi, tu voyais, que tu pouvais transmettre à la personne. C'était vrai ce que je dis? Oui, alors, c'est vrai que à l'époque, je faisais ce qu'on appelle les bilans intuitifs. Oui. Donc, c'est cette fameuse voix donc, qui arrive à déceler ce qui se passe au niveau physique, mental et émotionnel. Et la démarche, au final, l'approche est toujours la même. C'est d'utiliser le raccourci, c'est-à-dire allons voir quelle est l'émotion qui se cache derrière chaque situation. Et accueillons cette émotion. L'émotion est un raccourci parce que lorsqu'on accueille une peur, on accueille en même temps toutes les idées, toutes les pensées, toutes les croyances, comme je ne vais jamais guérir, par exemple, ou ça va être difficile, ou la douleur, je n'en veux plus. Et on va aussi en même temps accueillir le symptôme physique lui-même. Par exemple, la douleur ou la maladie, le cancer, etc. Donc c'est pour ça que mon approche, si je peux appeler ça comme ça, à nouveau les mots ne conviennent plus à un moment donné, mais est quelque chose de très 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 simple. Parfois les gens disent c'est même trop simple, mais la vie est terriblement simple. C'est nous qui sommes compliqués. Tu sais, je pense même pas que nous soyons compliqués. C'est plus de l'ordre de quand c'est trop simple, ça n'a pas de valeur. Donc, tu n'as pas de mérite. Si tu empruntes un chemin où tout est simple, où tu fais jamais aucun effort, où tu n'as jamais à devoir prouver à qui que ce soit ce que tu fais, eh bien, ton chemin-là, il ne vaut pas grand-chose. Ça fait vraiment partie un peu d'un système, tu sais, de pensée qui est en lien avec notre bagage héréditaire de l'être humain. Donc, il y a quelque chose qui est toujours de cet ordre-là de mérite. Il faut faire des efforts, faut que ce soit dur, tu vois. Mais la vie, à mon humble avis, elle s'en fiche. Parce que la vie, pour maintenir son équilibre, à mon humble avis, a besoin d'êtres humains qui vont avec la vague, qui vont avec le mouvement. Donc je dis toujours, comme si la vie était un océan, on ne peut pas contrôler l'océan, mais on peut apprendre à s'amuser. Go with the flow. Exact, go with the flow. Oui, exactement. Tu peux apprendre à surfer. C'est ça, comme le surfeur qui court après la vague pour faire corps avec elle. Exact. Et non pas l'affronter. Exact. Ouais. Faire corps avec elle. Tu identifiais aussi, tu pouvais sentir quel était le problème chez une personne. Je lisais dans Nutri-Émotion que tu pouvais même dire
un professeur va consulter, va voir un médecin parce que tu décelais des choses que lui-même ne savait pas? Oui, oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, là, c'était juste avant les 15 ans, si ma mémoire est bonne. OK. Et donc, au milieu du cours, tout à coup, l'être humain Nasrine se lève et va dire au professeur, écoutez, il faudra aller faire contrôler tel organe parce qu'il y a un réel problème. Et ça se fait tout seul. Et on n'arrive pas à lutter la contre. Et on est devant toute la classe à parler au prof au milieu de son discours. Et on se dit, ah non, j'aurais tellement envie de me cacher à 100 mètres sous le sol. Donc oui, il y avait des informations comme ça qui circulaient spontanément. Tu as offert un bureau tu as ouvert un bureau de consultation ou de thérapie, je ne sais pas comment tu l'as appelé, Oui. pour aider les gens qui venaient te consulter. C'était quoi les difficultés principales qui faisaient que les gens venaient voir vers toi? Je sais que tu parles beaucoup de poids aussi dans ton livre, de prise de poids. Pourquoi on prend du poids et Oh comment oui. on s'en débarrasse? Oui. Alors, les gens viennent essentiellement, ils viennent toujours essentiellement à cause d'un virus qui a infecté la conscience collective de l'humanité qui s'appelle la lutte, l'état de combativité. Ah, wow. Donc, l'être humain initialement n'est pas né comme ça. Il y avait un moment donné, si on observe un enfant en bas âge ou un bébé, il n'est pas dans un état de lutte. J'ai pu observer cela en accompagnant Lara, une des premières patientes, entre guillemets, une petite fille âgée de 4 ans qui souffrait de leucémie. Et jamais elle a dit « j'essaye de combattre ma maladie ». Jamais. Quand elle avait l'anniversaire, je lui ai offert une peluche et elle s'est amusée avec cette peluche comme l'aurait fait n'importe quel autre enfant. Donc il n'y avait jamais aucun état de lutte. Et là, ça a été aussi révélateur de voir qu'au final, l'être humain vient au monde dans cet accueil. Il est l'accueil. C'est même pas un outil. Tu vois, quand j'en parle, les gens me disent « ah, il faut accueillir, il faut faire quelque chose ». Tu es l'accueil, tu es né comme ça. Donc la majorité des gens qui viennent, c'est toujours intimement lié quelque part à un état de combativité, de lutte ou de contrôle. Donc, ce sont des synonymes. De refus de la réalité, exact. De résistance. Exact, cette résistance, exact, Diane. Et ce qu'on va faire, en règle générale, c'est qu'on va vraiment goûter à cette résistance. Il ne s'agit plus de gérer la résistance, il ne s'agit pas non plus de vouloir la dissiper, de vouloir la minimiser. Au contraire, on lui offre enfin tout l'espace nécessaire à cette résistance. On la regarde, on la reconnaît, on lui donne le droit d'être là. Et quand on dit oui à la résistance, c'est qu'on goûte à l'accueil. Donc les problématiques sont de tout genre, du surpoids, aussi des problèmes d'anorexie, des problèmes physiques. Le cancer, ça fait très longtemps, il y en a de plus en plus actuellement. Tout ce qui est le diabète, mais après aussi tout ce qui est de l'ordre de la psychologie, donc de la dépression, la schizophrénie, tout ce qui est bipolarité, ça englobe tout, voilà, parce que tout est lié. Quand quelqu'un vient avec une douleur, même au genou, on ne va pas a priori s'occuper du genou, on va aller voir quelles sont les pensées qui se cachent là derrière. Quel est l'événement peut-être aussi qui a déclenché cela? Parce que souvent l'être humain a besoin de nourrir un minimum quand même son mental en disant oui, c'est à cause de ça que je suis dans cette situation, donc ça apaise le mental et on peut passer à l'essentiel après, c'est-à-dire aller voir quelle est l'émotion qui se cache derrière. Et on va vraiment passer par ce processus d'accueil émotionnel. Je dévorais tes livres, comme je te disais, puis tu sais, j'essaie de me mettre en situation de dire, OK, j'accueille cette résistance-là, mais même en le disant, on sent de la résistance à accueillir la résistance. Oui. Si je peux le dire comme ça, on en vient comment à être vraiment dans le lâcher-prise total, l'accueil total, puis dire, OK, cela est, c'est parfait ainsi. Oui. Parce qu'on y arrive sur certaines choses, mais sur d'autres qui peut-être émotivement sont plus difficiles ou sont reliées à une émotion qu'on n'a pas encore, à laquelle on n'a pas encore accédé, sont peut-être plus difficiles à accueillir. Oui. Oui. Que fait-on? Alors, il y a un piège à éviter et ça paraît très paradoxal a priori.
Quand les gens viennent me voir, ils me disent, voilà, je viens te voir, Nasrine, parce que je veux me libérer de telle chose. Puis je leur parle d'accueil. Et au début, ils prennent l'accueil pour un outil thérapeutique. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu utilises un outil, il faut que le problème se maintienne, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si j'ai un outil, par exemple la visualisation, oui, le corps est malade, mais je vais visualiser qu'il est en bonne santé. L'outil visualisation va maintenir quelque part l'état physique, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, au départ, les gens me disent, c'est super Nasrine, tu sais l'accueil. J'avais mal à l'épaule, j'ai accueilli l'émotion qui allait avec, et la douleur a disparu. J'ai dit, c'est génial, ça ne marchera pas la deuxième fois. Parce que si tu fais cela, si tu accueilles dans le but que ça disparaisse, tu n'es pas dans l'accueil. Oh. Tu es dans l'attente. Dans la négociation, finalement. C'est ça, exact. Quelle belle... Oui, c'est ça, Diane. Tu es dans la négociation. Et on ne négocie pas avec la vie. Donc... Tu disais aussi, je fais du millage, du métrage, ce que tu viens de dire, se forcer à avoir des pensées positives, puis avoir cette notion-là de psychologie positive, d'idées positives, tout ça, tu appelles ça se faire violence presque, parce que c'est comme refuser la réalité comme elle est. Oui, oui. Ça déboulonne tous nos concepts. C'est hors de... C'est rare qu'on entend ça quand même. Hein? OK. C'est pour ça que j'aime ça quand entendre parler, parce que je trouve qu'il y a quelque chose là de vraiment libérateur dans l'accueil. Oui, tu vois, à nouveau, Diane, c'est tellement simple que ça peut paraître compliqué au début. La pensée positive. Je ne sais pas qui a inventé cela. Je pense par contre que la personne qui a inventé cela, à ce moment-là, était dans une négativité totale. Parce que je ne peux que appliquer une pensée positive à partir de pensées négatives. Et ô combien de personnes sont venues me voir en disant, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 3 ans que j'applique la pensée positive. Et tu sais quoi, Nasrine? Je suis exténuée. Je suis tellement fatiguée. Bah oui, parce que à chaque fois que tu appliques une pensée positive, tu fais un effort. Tu essayes de rejeter une pensée négative. À nouveau, si on va observer une pensée, peu importe laquelle au final, c'est juste une pensée. Si on note toutes ces connotations qu'on y met, on voit juste que c'est une pensée. Tu sais, comme un nuage qui passe ou une fleur qui pousse dans le jardin. C'est pas parce que j'aime pas la couleur de la fleur qui pousse dans mon jardin que je vais aller piétiner tous les jours ces fleurs. Non, je vois qu'il y a des fleurs qui ont telle et telle couleur et peut-être celle-ci je préfère et d'autres pas, mais je vais pas lutter contre, je vais pas aller les arracher. Donc, la pensée positive découle fondamentalement de la pensée négative. Donc, quelqu'un qui dit « je suis dans la pensée positive », c'est quelqu'un qui est tout le temps confronté à des pensées négatives. Dans l'absolu, la pensée négative n'existe pas. Dans l'absolu, les émotions négatives n'existent pas. C'est juste un état de lutte. Quand je dis c'est un état, c'est une pensée négative. Si tu enlèves le terme pensée négative et que tu regardes qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois juste qu'il y a une résistance. Une résistance à une pensée. C'est juste une pensée. Une résistance à une émotion. C'est juste une émotion. Ça peut être la joie comme la tristesse, peu importe. Donc derrière tout cela se cache cet état de combativité. Tu sais, c'est comme pour la visualisation dont on a parlé avant. Je ne remets pas du tout en question si ces techniques fonctionnent, d'intention, avoir l'intention de guérir, de visualiser un corps sain, etc. Un jour, il y avait une dame qui souffrait donc d'un cancer du poumon et qui me disait, je visualise tous les jours la guérison de ce poumon. J'ai dit, ok, il n'y a pas de mal, mais elle me dit, est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner? Alors, vois-tu, souvent les gens se posent cette question, est-ce que telle technique fonctionne? Est-ce que telle autre technique peut améliorer la situation? Mais moi, j'aimerais ramener à la question initiale et fondamentale, à mon humble avis, qui est, pourquoi est-ce que tu le fais?
Avant de te demander pourquoi est-ce que cette technique fonctionne, demande-toi pourquoi est-ce que tu veux appliquer cela. Pourquoi? Parce que tu luttes. Pourquoi est-ce que tu visualises un poumon sain alors qu'il est malade? Parce que tu luttes contre la maladie. Sinon, ça ne te traverserait même pas l'esprit. Tu n'investirais pas ton énergie dans cette lutte. Tu permettrais à ton corps physique d'utiliser cette énergie à bon escient pour faire ce qu'il a à faire. Et crois-moi, il est mieux placé que toi pour savoir ce qu'il a à faire face à un cancer du poumon. Autrement dit, toute l'énergie que je mets à lutter ou à tout faire pour guérir, à avoir des pensées positives, à me faire soigner ou à peu importe ce que c'est de l'énergie dont le corps aurait besoin tout simplement pour faire son travail. Eureka. Sur un 100% d'énergie, imaginons normalement le corps physique se réveille le matin, il devrait être à 100% d'énergie. Sur ce 100% d'énergie, il faut se dire qu'il y a 33,3% qui va au corps, 33,3% au mental et 33,3% au système émotionnel. Or, en règle générale, déjà l'énergie là est entre guillemets mal répartie. Pourquoi? Parce que notre attention est beaucoup plus focalisée sur le système mental, donc sur tout ce que le mental capte comme pensée, comme croyance et d'état de lutte. Donc on oublie en règle générale, c'est-à-dire ces 33% du corps et de l'émotion sont utilisés pour le mécanisme mental, le système de pensée. Donc déjà là, l'énergie, disons, elle est un peu mal répartie. Et après, du coup, ce qui se passe, c'est que sur ce 100% d'énergie, à chaque fois que j'investis de l'énergie à la lutte, ce taux d'énergie baisse. Et si tu observes l'être humain, imaginons, il se réveille le matin, le réveil sonne trop fort, donc il est passé d'un état de sommeil profond et de relaxation à tout à coup un état de stress. Il faut se lever, il faut vite faire, il est déjà en train de projeter tout ce qu'il faut faire, déjà en train de se dire qu'il va rencontrer telle personne et que ça va être difficile, qu'il va jamais y arriver. Donc, et il lutte contre, parce qu'il se dit non, mais il faut que je sois fort, je peux y arriver, si j'utilise la pensée positive, tout ira bien. Et même pas en 2 heures, il a déjà perdu 50% d'énergie, qui pourrait être utilisée à bon escient pour le corps, par exemple, pour que le corps puisse, lui, s'auto-réguler. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aider le corps physique. Je peux tout à fait prendre, parce que souvent les gens me disent, je prends un médicament. Est-ce qu'il faut que j'arrête de prendre un médicament? Non, je ne suis pas en train de dire arrêtez de prendre des médicaments, mais prends-le dans un état d'accueil. Pas en te disant en prenant ce médicament, je vais éradiquer ma maladie, je vais anéantir la maladie. Non. Prends-le en te disant, mon corps physique va pouvoir utiliser cela à bon escient pour faire ce qui est juste et bon pour lui. C'est tout. Pas pour guérir. Si on était vraiment dans l'accueil, puis qu'on se réveille le matin, que fait notre mental et que font nos émotions plutôt que de se mettre à rouler notre petit hamster dans notre tête puis à dire « Ah, c'est vrai, il faut que je rencontre ceci, il faut que j'aille là, j'ai telle course à faire, j'ai tel rapport à présenter. » Comment on devrait juste être dans l'accueil? Le réveil sonne, on fait quoi? Le réveil sonne. Et lorsqu'on ouvre les yeux sur ce monde, on ne peut que sourire. Et se dire, waouh, cet être humain a la chance inouïe de pouvoir vivre un nouveau moment présent. Dans cet état d'accueil, ça observe, ça inspire, ça expire. Ça observe ce silence intérieur, cet état de grâce qui a toujours été là, qui ne nous a jamais quittés. Mais qui est tellement enfoui loin en nous. Oui. Et pourtant tellement beaucoup plus proche que tout le reste. C'est tout une question d'attention. Ce sur quoi se porte mon attention devient mon terrain d'expérimentation et d'observation. Oh, c'est beau ça. Donc, quand on est dans cet état d'accueil, l'attention, tu vois, c'est comme ces paraboles qu'utilise la NASA là, pour aller capter ce qui se passe dans l'univers. Ben, cette parabole, quand elle revient à la maison, comme c'est initialement le cas, tu vois, chez un enfant, il est quelque part dans un coin, pourtant il y a plein de bruit autour, il dessine.
son attention est totalement portée vers l'intérieur, vers ce qu'il vit là à cet instant. Rien ne le perturbe. Tu sais, tu peux l'appeler 15 fois. Allez, c'est l'heure, faut aller te coucher. Il t'entend pas. C'est pas qu'il a pas envie de t'entendre, c'est qu'il ne t'entend pas parce que son attention est tellement en lien avec son espace intérieur, avec ce pouvoir d'accueil. Et donc, quand l'attention, elle revient à la maison, quand elle est totalement en lien avec cet espace intérieur, alors cette quiétude est goûtée à chaque instant. Même dans une situation qui peut paraître tumultueuse. Tu vois, même dans le bruit. Même quand il y a de la douleur. Qu'est-ce qui fait que parfois on y arrive et parfois pas? Alors, à nouveau, c'est très simple. Quand on n'y arrive pas, c'est-à-dire dès l'instant où mon attention part sur « Ok, voilà ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui » ou « Oh, Diane vient de me poser une question. Attention, il faut que je donne la bonne réponse. » Non, mais tu sais, peu importe, ça peut être peu importe quoi. Dès l'instant où mon attention commence à se diriger vers ce qui se passe ici à l'extérieur, la question que Diane me pose, le bruit environnant, la météo ou peu importe quoi, dès l'instant où mon attention part, il faut juste que je garde vraiment à l'œil mon attention. Je ne veux pas la contrôler. Je veux juste voir où est-ce qu'elle va. Tu sais, c'est comme quand tu te promènes avec ton chien. Eh bien, quand tu ne l'as pas à la laisse, tu le laisses marcher librement. Tu gardes un œil sur lui. Oui. Tu ne veux pas le contrôler parce qu'il est là, il peut aller découvrir librement ce qui lui plaît. Mais il faut qu'il revienne. Oui. Il faut qu'il revienne chez toi. Oui. Donc, c'est ça. On devient complice, tu vois, avec notre animal. On devient complice. On le rappelle, il revient. On lui dit bravo. C'est un peu cette même complicité-là qu'on cherche avec cette parabole, avec cette attention. Donc, quand elle part, je lui dis pas reviens. À l'instant même où j'observe qu'elle est partie, qu'elle est en train de projeter des choses ou de se poser mille et une questions ou en train de penser, elle est reliée au passé ou à un avenir imaginaire, quand je perçois qu'elle est partie, c'est qu'elle est déjà en train de revenir. C'est aussi simple que cela. C'est comme quand on dit aux gens, les gens me disent souvent, j'arrive pas à respirer normalement ventralement. Quand je leur dis, comment ça respire maintenant? Si on observe ça ensemble, maintenant, Diane, on se dit, comment ça respire? À l'instant où ton attention, elle se porte sur le corps physique, il y a quelque chose qui se pose, non? Tu es d'accord? Oui. Alors, tu vois, j'ai pas d'effort à faire. J'ai pas à me dire, oh, il faut que j'inspire ou que j'expire comme ça. Je suis pas en train de me dire, je dois faire un mantra ou je dois me mettre en position de lotus. Non, j'ai juste à me poser la question. Ok, sur quoi est-ce qu'elle est portée mon attention maintenant? Ok, elle était portée sur mon passé. Ou elle est en train de projeter l'avenir ou exact. C'est juste ça. C'est porter notre attention sur l'attention elle-même et non pas vraiment sur le contenu. C'est bon. Tu parles de respiration, puis tu parles d'hydratation aussi dans ton livre La Nutri-Émotion. Et tu dis que ce sont les piliers d'une bonne santé. J'aimerais ça t'en entendre parler. Alors, ce que j'ai pu observer, pour ce qui touche la santé, prenons déjà juste la santé physique. Le corps physique, la première cellule est née il y a fort longtemps dans de l'eau salée, c'était de l'eau salée, grâce à de l'oxygénation et de la vitamine D, du soleil. On a 4 ingrédients de base et ce qui est juste incroyable, et c'est là que je dis à chaque fois, mais réalisez donc à quel point ce corps physique est un miracle. Vous donnez ces 4 ingrédients de base, de l'eau, du sel, de mer en l'occurrence, du soleil, de la vitamine D et de l'oxygène à quelqu'un, jamais il va pouvoir construire un corps physique avec 4 éléments. Donc c'est hallucinant, moi je trouve, mais ça m'émerveille à chaque fois de me dire 4 éléments, voilà le résultat. Et il a bravé cette première cellule, elle a bravé des tempêtes, des changements climatiques. Regarde à quel point ce corps physique est fort et puissant. Donc il est là, ça fait des milliards d'années qu'il existe. Donc, la première chose à prendre en compte, c'est donc de se dire, ok, le corps physique, même s'il paraît très solide, très dur comme ça, essentiellement c'est de l'eau. Donc de quoi est-ce qu'il a besoin pour vivre? Pas de l'eau. Pas d'aliments.
encore moins de vitamines, autres que la vitamine D, disons, parce que souvent les gens me disent je prends des compléments, etc. Ok, mais si ton corps physique est déshydraté, s'il n'a pas assez d'eau, tu sais, c'est comme un terrain, tu as là un beau jardin, mais ton jardin, il est complètement desséché. Tu peux planter les plus belles graines du monde dans ce terrain totalement aride et fissuré, ça ne va jamais croître. Donc, si tu veux que ton corps physique utilise les éléments que tu lui donnes par le biais de l'alimentation, des compléments alimentaires, de vitamines, etc., il faut avant tout qu'il soit bien hydraté, non? Ouais. Donc, la première chose, c'est de pouvoir l'hydrater. Toutes les fonctions du corps, la respiration, le fait même de parler, tout ceci, le battement de cœur, sans eau, pas de battement de cœur. L'énergie du cœur est puisée dans l'eau du corps physique. Donc, la toute première chose à faire que j'invite toujours, c'est boire de l'eau. En quelle quantité? La quantité, ça dépend de chaque corps physique. Ce qui importe, c'est pas vraiment la quantité, c'est boire en conscience. Comment boire en conscience? C'est simple. Le matin, tu te réveilles. Peut-être ouvre les yeux sur ce monde et souris et dis-toi qu'il y a plein de confrères là, plein d'autres frères et sœurs humains qui n'ont pas survécu à cette nuit. Donc tu peux peut-être te réjouir. C'est déjà ça. Et puis après, va vers un verre d'eau. Prends de l'eau plate, il s'agit d'eau plate parce que le corps physique n'est pas né dans de l'eau pétillante, pas dans de l'eau citronnée. Souvent les gens me disent, est-ce que je peux boire de l'eau citronnée? Oui, mais le corps n'est pas né dans de l'eau citronnée. Donne-lui de l'eau plate avant tout. Après, tu peux boire du citron si tu veux. Donc, dans cet état de grâce, de gratitude, ferme les yeux, bois de l'eau en toute conscience. Le corps va lui, si ton attention est vraiment portée sur lui, quand il arrêtera de boire, il te dira j'ai assez bu. Donc on ne peut pas appréhender le corps physique avec des chiffres, pour moi, c'est pas possible. Parce que chaque corps physique, sur les milliers de personnes que j'ai pu accompagner, pour chaque corps physique c'est différent. Il était même difficile de mettre une moyenne, parce qu'il y a des gens, il y a des yogis, ils boivent pas d'eau, ou alors très peu d'eau, ils boivent peut-être un verre d'eau par jour, et ça leur suffit. Puis il y a d'autres êtres humains, ils ont besoin de 2 litres d'eau par jour. Donc il m'a même été impossible aussi avec des chercheurs avec lesquels j'ai travaillé d'établir une moyenne. C'est là où je dis c'est merveilleux. Vois-tu, chaque corps physique est unique au monde. Donc donne-lui de l'eau, bois en conscience, tranquillement, une gorgée après une autre. Boire de l'eau, c'est boire la vie. Et puis observe la respiration du mieux que tu peux. Plusieurs fois dans la journée, juste, est-ce que le corps respire? Juste. Parce que parfois, on oublie de respirer. Mais vraiment, beaucoup d'êtres humains sont en apnée. Ouais. Et le truc, c'est que si je suis en apnée, si je ne respire pas correctement, et si je ne bois pas d'eau, suffisamment d'eau et en conscience pour le corps physique, ça aura systématiquement un impact sur les fonctions du mental. Du mental? Ah oui. Okay. Parce que tout est lié. Le corps est lié au mental, le mental est lié au système émotionnel, le système émotionnel est en lien aussi avec le corps physique. Donc souvent les gens, quand ils viennent me dire, tu vois, je souffre ou j'ai un mental qui est tout le temps agité. Il se pose tout le temps des questions, il n'est jamais tranquille, il est tout le temps bavard, il n'arrête pas de parler. Ou je souffre d'angoisse, parce que forcément en lien avec ce mental, il y aura des angoisses. Qu'est-ce que je peux faire? La première chose que je les invite à faire, c'est boire de l'eau. Parce qu'elles me disent, mais quoi, boire de l'eau? J'ai besoin d'un outil mental, d'une approche mentale. Non, si ton terrain de base est déshydraté, ça aura automatiquement une répercussion sur le mental. Sans corps, pas de mental. Sans mental, pas d'émotion. La base, c'est le corps physique. Donc, en absorbant de l'eau, souvent les gens, vraiment, tu feras le test. Oui. Si un jour il y a une angoisse, si tu fermes les yeux et que tu bois de l'eau en conscience, à ce moment-là, je te garantis que ton angoisse diminue de 50% dans les 30 secondes qui suivent. C'est vrai? Ah, oui. C'est très simple. Parce que l'angoisse, elle nous dit aussi qu'il y a une déshydratation dans le corps. C'est aussi en lien avec le corps. C'est pas uniquement en lien avec le traumatisme que j'ai vécu il y a 15 ans. C'est aussi en lien avec une déshydratation, souvent chronique. Donc quand le corps est rééquilibré au niveau hydrique, le mental est apaisé. Le système émotionnel est apaisé.
C'est si simple. Hein? Pourquoi est-ce si compliqué dans la vie en général? Parce que les préceptes que tu énonces sont faciles à suivre. Oui. On le sait tous en plus, mais on l'applique si peu parce qu'on est étourdi par un paquet de choses, par des suppléments à prendre, par de l'exercice à faire, par des aliments précis à manger, par... Toi, tu manges quoi dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu manges ce que tu veux ou comment tu fonctionnes? Ah oui, le corps a toute la liberté, bien évidemment. De toute façon, il n'y a que lui qui sache ce qui est juste et bon pour lui. C'est pour ça que je conseille toujours aux personnes aussi d'avoir un frigo rempli de plein de différentes choses. Même pour un végétarien, je lui conseille quand même d'avoir quelque part, un peu de protéines dans le frigo. Parce que souvent, tu sais, je te parle de ça parce que j'étais à Paris avant de venir ici et une personne m'a dit « Je suis végétarien et je sens que ça fait du bien à mon corps physique. » Je lui ai dit « Oh, c'est merveilleux si tu as découvert quelque chose qui fait du bien à ton corps physique. Est-ce que ça s'est fait progressivement, naturellement, le fait de devenir végétarien ou pas ?» Et la personne a réfléchi. Elle me dit « C'est suite à un article que j'ai lu. » Ok, alors est-ce que c'est un conditionnement? Est-ce que quelque part, inconsciemment, t'oblige ton corps physique à ne plus manger certaines choses parce que tu as lu cela? Si ton corps devient végétarien, naturellement, Oui. parce qu'il n'a pas goût à aller manger des protéines animales, c'est ok. Mais souvent, c'est quand même en lien avec ce qui a été lu, avec ce qu'on entend, avec un tel mouvement. Tu sais, Oui, par moment, on nous disait manger de la viande rouge. Après, il fallait manger de la viande blanche. Après, non plus. Donc, c'est tout. Il ne faut pas oublier, il y a tout un business là derrière quand même, hein, au niveau alimentaire. Et l'être humain, si on revient à cette intelligence, si juste maintenant on peut se dire, la première cellule, ce corps physique-ci, qui n'a pas 30, 40 ou 50 ans, il a des milliards d'années, parce que la toute première cellule est née il y a fort longtemps. Pour qu'elle puisse, d'une toute petite et simple cellule, pour que ça puisse donner ce résultat-là, il faut que ce soit doté d'une intelligence qui est incroyablement sophistiquée. Donc, quand je réalise cela, plus jamais je ne suis dans le contrôle. Je remplis le frigo, et quand le frigo est ouvert, le corps physique va chercher des choses. Et il n'y a pas de réflexion derrière à se dire, est-ce que je peux associer, est-ce que ça c'est bon, est-ce que, oh mon Dieu, est-ce que... Non. Le corps physique mange, et il mange de tout. Parfois il mange, parfois il ne mange pas. Il y a des jours où il mange très peu, il y a des journées entières où il ne mange pas. Parce que la faim n'est pas là. De toute évidence, si on lui donne de l'eau, il a l'essentiel. Après, le reste, c'est de la décoration. Quand on dit qu'on mange nos émotions puis qu'on a une rage de croustilles ou de cochonnerie, comme on dit chez nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que le corps est en train de nous dire? Si j'ai un sac de chips dans mon armoire, puis que je ne fais que penser au sac de chips, puis que je n'en peux plus de résister, je vais le chercher, je le dévore, qu'est-ce que ça me dit, ça? Qu'est-ce que le corps est en train de me dire? Alors, le corps est en train de dire que la lutte est fondamentalement néfaste. Donc, si tu penses à ton paquet de chips qui est dans le placard, s'il te plaît, lève-toi, il va manger des chips. Ah oui, pour vrai? Ah oui, vraiment. J'ai ton autorisation. Ah mais vraiment, et avec plaisir, savoure, mais savoure, savoure. Mange ta chips, sans la croquer sous la dent. Goûte au sel qu'il y a la graisse, et peu importe ce qu'il y a. Goûte. Et quand tu manges dans cet état-là, tu sais, où tu observes que ça inspire et ça expire, ok, c'est relaxé, c'est dans un état d'accueil. Alors, ces chips que tu vas manger ne feront aucun tort à ton corps physique. Tu es en train de dire qu'on peut manger n'importe quoi si on mange en conscience? Oui, si on le mange sans état de lutte. C'est quelque chose que j'ai pu observer. Tu prends, je fais là un résumé, c'est une synthèse. Oui. On prend un groupe de personnes, on leur donne les meilleurs aliments pendant 5 jours. Donc on prend des données médicales au départ et au bout de 5 jours. Ces personnes-là, elles ont les meilleurs aliments qui soient. Par contre, elles sont toute la journée, du lever au coucher, dans un état de stress. On induit exprès un état de stress. Donc on les remet dans des situations traumatisantes, on provoque vraiment un état de stress. Par contre, elles mangent sainement. Plus sainement que ça, t'as pas.
Tu prends un autre groupe de personnes et on leur donne du fast-food. Donc des choses qu'on lui dit, il faut surtout pas en manger. Et elles en mangent du matin au soir, 5 jours. Par contre, elles sont dans un environnement qui est hautement relaxant. On est dans un état d'accueil. On se sent bien avec soi. Donc on mange nos frites, on mange notre burger, on mange tout ça en conscience et en étant relaxé. Ce qui est hallucinant. Et c'est là où mes très chers amis scientifiques étaient un peu, voilà, disons que pour celles et ceux de mes amis scientifiques qui avaient élaboré un peu des règles de vie comme ça, elles se sont détruites en une fraction de seconde. C'est qu'on a pu percevoir que les données médicales, finalement, montraient qu'il n'y a pas de détérioration au niveau physique quand il n'y a pas de stress. Mais quand il y a un stress, c'est là où tout est chamboulé à l'intérieur. Dès l'instant où il y a du stress, le corps physique perd de l'eau. Le stress et la déshydratation sont les revers d'une même médaille. Et quand il perd de l'eau, ça génère du stress. Et le stress génère davantage de perte d'eau. C'est vraiment un cercle vicieux. Donc ce qui se passe, c'est que quand le corps physique n'a pas assez de ressources hydriques, il ne peut pas absorber cet aliment comme il devrait. C'est stocké, par exemple. C'est là où on parle d'une prise de poids. Les chercheurs disent aussi que le stress fait engraisser. Ça nous fait prendre du poids. Pourquoi? Parce qu'on ne boit pas assez d'eau? Ou... Alors, le corps physique, la première chose pour le corps physique, c'est la survie. Il faut qu'il survive. Donc ça fait longtemps, des millions d'années là qu'il survit. Et son énergie, elle va vraiment être utilisée. Donc l'eau qu'il possède va être utilisée dans un ordre de priorité. Pour les fonctions vitales. Exact. Donc la toute première chose, c'est le système immunitaire. La première chose que le corps physique veut protéger, c'est le système immunitaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise une bonne quantité d'énergie, d'eau qu'il a en lui pour protéger, pour renforcer, disons, cette muraille qui est ce système immunitaire qui nous protège des bactéries, des virus, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que dans un état de stress, le corps perd de l'énergie, perd de l'eau. Donc déjà, son système immunitaire se retrouve affaibli. Ça, c'est quand les gens parlent d'allergie. Oui. J'ai une allergie. Donc, ils prennent des médicaments contre l'allergie, mais si tu n'as pas assez d'eau en toi, ça ne sert à rien de prendre ton anti-allergie. Anti-allergène, ou je ne sais pas comment on appelle ça ici. Donc, ce qui se passe, c'est que le corps physique fonctionne toujours par ordre de priorité. Alors, face à un état de stress, l'eau diminue. Le corps physique, il lui faut une source d'énergie. S'il n'a pas assez d'eau, sa deuxième source d'énergie, c'est la graisse. Alors, le corps physique va multiplier les cellules graisseuses, sans que tu ne manges quoi que ce soit. Soit il les fait grossir, soit il les multiplie. Donc, il y a son taux de graisse qui va augmenter parce qu'il peut aller chercher de l'énergie dans le système graisseux. C'est pour ça qu'on peut prendre donc du poids, c'est pour ça qu'on peut augmenter notre niveau, notre taux de graisse sans manger quoi que ce soit. Il y a des gens qui me disaient, j'ai pas mangé grand-chose cette semaine, j'ai pris 3 kilos. Ouais, le stress, ça fait aussi grossir. C'est de la vraie prise de poids. C'est pas de la prise de poids imaginaire. Non, c'est de la vraie prise de poids. Qu'on va perdre en buvant de l'eau dans la semaine qui suit. C'est de la vraie prise de poids, oui. Tu dis aussi dans ton livre, Le pouvoir de l'accueil, j'ai même retenu la page 149, que la maladie est un beau cadeau. Oui, la maladie est une précieuse messagère. Alors, quand je dis une précieuse messagère, souvent les gens me disent, mais alors c'est quoi le message? Le message de base, c'est qu'à un moment donné dans ta vie, il y a eu trop de lutte. Il y a eu un événement, un traumatisme, une situation qui a provoqué un tel état de lutte. Cet état de lutte, c'est du stress. Et le stress va déshydrater le corps. Pas forcément dans son ensemble. Ça peut être une partie spécifique. Donc, de pouvoir à nouveau accueillir simplement l'émotion qui va avec la maladie. Que la maladie essaie de te dire. Exact.
La maladie, elle est vraiment messagère d'une émotion contre laquelle tu as lutté le plus souvent dans ta vie. Toi ou tes parents, ou les prédécesseurs. Ça se peut que ce soit bien plus vieux encore. Donc très souvent, les gens, quand je leur demande quelle est l'émotion entre la peur, la colère et la tristesse, quelle est l'émotion contre laquelle tu luttes le plus souvent dans ta vie quotidienne? Et ils vont me dire par exemple la peur. Oui. J'ai beaucoup d'angoisse depuis que j'ai 12 ans, je suis angoissée. Oui. Donc ça fait 45 ans que je lutte contre la peur. Oui. Et la maladie, le corps qui est hautement tangible, donc on ne peut pas passer à côté de cette information, il vient nous montrer cela. La maladie, elle vient là, elle nous dit, regarde, autant de lutte face à cette peur. Cette peur qui, initialement, ne t'appartenait pas, parce que tu n'es pas né dans la peur. Il y avait déjà de la peur avant même que tu naisses. Peut-être auprès de maman. On a vite fait un bilan. Hein. Maman, est-ce qu'elle est angoissée? Oui. Bon, ouais, voilà. La peur était là avant même que tu naisses. Mais cette vieille peur, cette émotion-là, cette mémoire-là, elle se présente à toi à travers cette maladie parce qu'elle sait que toi, tu es capable de l'accueillir. La vie, elle ne fait jamais aucune erreur. Elle maintient son équilibre et elle met entre tes mains ce que tu es capable d'accueillir. Donc, sens-toi honoré. Tu es l'heureux élu. À travers cette maladie, aussi atroce soit-elle, dis-toi, la vie t'offre cette émotion orpheline qui n'a jamais été accueillie jusqu'à maintenant. Elle les met entre tes mains parce qu'elle sait que toi, tu vas lui ouvrir la porte. Est-ce que tu dirais que la peur se manifeste toujours de la même manière ou par la même sorte de maladie chez les gens? La peur, je ne sais pas si j'ai saisi la question, par Diane. exemple, on constate une augmentation des cas de cancer. Est-ce que le cancer est relié à l'émotion de base qui est la peur? Ou est-ce que tu fais un lien entre le type de maladie et l'émotion de base? Alors, je ne fais pas vraiment de lien pour la simple et bonne raison qu'à la base, c'est toujours la peur. Derrière la tristesse se cache de la peur si on observe de plus près. Derrière la colère se cache de la peur si on observe de plus près. Parfois même derrière la joie se cache de la peur. Ah oui? Et donc, le seul lien à la limite qu'on peut faire, c'est que la peur est omniprésente dans l'humanité. Vraiment au niveau de l'échelle humaine, là maintenant, la peur, elle est omniprésente. Je ne sais pas si tu rencontres beaucoup d'êtres humains, Diane, qui te disent « Je suis en paix avec moi-même. Tout est parfait là maintenant. » Est-ce que tu en vois beaucoup des êtres humains comme ça? Moi, en tout cas, pas pour l'instant. Non, pas tellement, non. Tu es d'accord? Donc, cette peur, elle est omniprésente. Ouais. Et elle se cache derrière toute pensée, derrière toute maladie, derrière toute réflexion, derrière toute anticipation. Et ce qui se passe, c'est que cette peur est uniquement issue d'un état de combativité. Personne à ce jour, entre guillemets, sensibilise l'être humain à l'accueil. On ne parle que de gestion. Gère tes émotions. Mais dès l'instant où je gère mon émotion, c'est que je lutte contre l'émotion. Exact. Sinon, je n'aurais même pas envie de la gérer. Si j'étais dans l'accueil, je dirais, ok, t'es là. Moi, tu ne m'appartiens pas, parce qu'en effet, chère peur, tu étais là avant même que je naisse. Donc, tu ne m'appartiens pas, cher enfant orphelin, chère émotion orpheline, mais tu as le droit d'exister. Je te donne enfin le droit d'exister. Cette sensibilisation-là, excuse-moi Diane, on ne la retrouve pas encore aujourd'hui. Non, on l'entend pas. Non, on ne l'entend pas. C'est pour ça que je trouve ton message, le message que tu portes tellement important, parce que c'est tellement simple, mais jamais on a entendu ça de cette manière-là. C'est jamais que ce pouvoir de l'accueil, pour reprendre le titre de ton livre, jamais qu'on nous a enseigné ça. Tu sais, ça a été, comme tu disais, gère tes émotions, ou bien, OK, c'est quelle émotion qui provoque telle maladie?
soigne cette émotion-là, puis ça va être réglé. On n'a pas été dans l'accueil, on était dans la gestion de la maladie, on était dans la gestion de l'émotion, dans la gestion de la peur, dans le déni aussi, le refus d'accueillir la peur, l'émotion, la maladie, dans le combat, dans la lutte, la souffrance. On n'a pas été dans... Personne nous a dit il faut accueillir. Ah ben oui, c'est beau, c'est un beau mot, là, mais dans ce que ça veut dire, comme tu l'expliques, je pense pas qu'on l'ait entendu souvent. Oui, oui, je partage ton avis. C'est vrai que plus il y aura d'êtres humains qui luttent contre la peur, plus la peur va s'accentuer. Et les êtres humains, même si nous avons par moments l'impression que nous vivons seuls dans notre petite bulle, séparés du monde, nous sommes l'être humain, tous les êtres humains sont interconnectés. L'humanité forme comme un grand organisme, comme le corps physique. Pour que le corps physique puisse fonctionner, il faut que toutes, et je dis bien toutes les cellules, fonctionnent à l'unisson. Il faut que ma petite cellule de mon orteil puisse parler à ma petite cellule du cerveau. Il faut que tout cela soit connecté. Et c'est connecté, sinon ça ne pourrait pas fonctionner. Donc chaque être humain est connecté à l'humanité. Plus il y a d'êtres humains qui luttent contre la peur, plus l'humanité va être dans cette peur. Parce que tout ce contre quoi nous luttons se renforce inévitablement. Et à chaque fois qu'un être humain accueille, c'est bénéfique non seulement pour sa propre vie, c'est cadeau pour l'humanité. Donc il n'est pas nécessaire d'attendre que 7 milliards d'individus accueillent. Il suffit d'une portion, d'une petite portion d'êtres humains. Quelques-uns qui sont plus présents à la vie, puis dans l'ouverture du cœur, finalement. L'ouverture du cœur, je crois qu'elle est là. C'est plutôt un état de conscience, être conscient. Parce que beaucoup d'êtres humains sont dans un mode lutte, mais ne s'en aperçoivent pas jusqu'à ce que la vie les plaque au lit. Tout à fait. Tu vois? Donc la vie est très bien faite. Elle va faire ce qui doit être fait pour maintenir l'équilibre. Mais c'est plus un état de conscience. C'est de se dire, ok, qu'est-ce que je suis en train de dire? J'invite souvent les gens à s'écouter parler. Ils ne s'écoutent pas parler. Oh, c'est difficile, tu sais, j'y arriverai jamais à cause de ça, dans mon passé, c'est pour ça que je suis dans cette situation et l'autre ne va jamais me comprendre. Et si je réussis pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais écoute-toi parler. Il n'y a que de la lutte qui parle là maintenant. De la lutte en lien avec la peur d'un avenir, en lien avec les peurs non accueillies d'un passé, révolu et non rectifiable. Écoute-toi parler. Qu'est-ce qui parle maintenant? Est-ce que ce qui est dit là maintenant, d'ailleurs, est-ce que ça fait intimement partie de toi, de ce savoir inné, de cette grandeur qui t'habite? Est-ce que ce sont vraiment tes paroles? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu, que maman, papa a dit, que tu as lu dans un livre et qui, comme ça, de manière inconsciente, utilise ta bouche et dicte ta vie? Écoute-toi parler. Qu'est-ce que ça fait dans ta vie, ça, d'être dans ton plein pouvoir de l'accueil? Est-ce qu'il t'arrive des choses qui te déplaisent? Est-ce que tu as des bobos? Est-ce que tu as des petites maladies parfois? Est-ce que tu attrapes la grippe? Qu'est-ce que ça fait quand un être humain vit pleinement dans son pouvoir de l'accueil? Alors, être dans l'accueil ne veut pas dire qu'il n'y a plus de maladie. Être dans l'accueil veut dire la maladie est là, mais elle ne me pose plus problème. Face à une douleur, aussi atroce soit-elle, quand on goûte à l'accueil, le seuil de la douleur baisse instantanément. Parce que je ne peux que ressentir la douleur si je lutte contre. Ah oui? Si je ne lutte pas contre la douleur, dans l'absolu, c'est là où les mots, à un moment donné, les mots ne conviennent plus. Mais la douleur dans l'absolu n'a plus lieu d'être. Alors être dans l'accueil, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de maladie. Mais la maladie, peu importe si un jour il y en a une qui se manifeste à moi,
premièrement, je me souviendrai que la vie m'envoie cela parce qu'elle sait que je suis capable d'accueillir l'émotion qui va avec. Et que c'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mal ou que c'est mon karma ou tu vois ce que je veux dire. C'est ok, c'est là, c'est comme ça, très bien. Alors je vais accueillir l'émotion qui va avec la maladie. Le corps physique se chargera du reste. Je ne veux même pas savoir ce qu'il va faire. Ça m'est égal, parce que je ne peux pas savoir. Je ne suis pas un corps physique. Après, est-ce qu'il y a des choses qui déplaisent? Non. On ne perçoit plus que la perfection. La perfection à travers la maladie, la perfection à travers la douleur, la perfection à travers la tristesse, la perfection à travers la joie, la perfection à travers, ce qui n'est plus le cas, mais on va dire que les choses ne se sont pas manifestées comme j'aurais souhaité. Mais tu sais, quand tu es dans l'accueil, tu ne souhaites plus. Tu n'as plus d'attente. Non, non. Tu perçois la perfection vraiment de la vie. Et il y a cette absence de devenir, d'aller chercher le bonheur à l'extérieur. Non, parce que tu te rends compte que le bonheur de toute façon est sans raison. C'est ton état initial, cher être humain. Le bonheur, la joie c'est un état initial. On observe un enfant en bas âge, il est dans la joie. Il est tout le temps dans l'accueil, donc il est dans la joie permanente. Ça ne veut pas dire que je dois sourire ou que je dois danser tout le temps. C'est un état intérieur. C'est cet état d'accueil-là que j'appelle la joie. Alors si les choses s'étaient passées sans état de lutte, l'être humain aujourd'hui devrait être extatique. L'adulte devrait être extatique parce que la joie, c'est comme la petite graine que tu plantes et ça donne un arbre. D'une toute petite joie, on a l'extase qui en découle. Tu vois l'arbre dans toute sa splendeur. Or, c'est pas le cas. En règle générale, de cette petite joie, une petite brindille d'herbe qui pousse et l'être humain sont contentes. Se dit, ah oui, je ne vaux que... Non, non. Il y a tellement plus en toi. Mais il est capital, à mon humble avis, que l'être humain ramène son attention un maximum sur lui-même. Ne serait-ce que sur l'inspiration et l'expiration. Commence à respirer. On commence avec ça. Parce que quand je suis dans cet état-là, et pas dans le il faut que je contrôle. Quand je suis dans cet état-là, tout s'aligne avec cela. Le mental s'aligne, l'émotion s'aligne, toute la vie s'aligne avec ce qui résonne ici, avec ce qui vibre ici. Donc, c'est la toute première chose à faire. De remettre en question aussi, de s'écouter parler, de remettre en question, est-ce que ce sont mes paroles? Est-ce que ça découle de ma sagesse innée, ma connaissance qui m'est propre? Est-ce que j'ai lu cela quelque part? Rien qu'en me posant la question, je vais déjà observer les choses avec plus de recul et je vais pouvoir déceler. Est-ce que ça provient de mon savoir inné ou est-ce que c'est des ouï-dire, des théories, ce que j'ai entendu, lu quelque part? Mais je peux lire et que ça réveille aussi mon savoir à moi. Oui. Quand je lis Le pouvoir de l'accueil, au début, je me disais, ben oui, ok, c'est des choses que je sais, mais tu vas tellement profondément tout en étant dans la simplicité que tu dis, oh, ça me parle. Même si j'avais, si on peut avoir de la résistance devant la simplicité de ce qui est écrit là-dedans, ça ferait son chemin jusqu'au cœur de soi. Puis là, on se dit, oh, mais c'est ça, là. J'ai l'impression qu'après avoir lu ça, il y a comme... Je sais pas, je vais être longtemps sans lire autre chose. C'est ce que les gens me disent souvent. C'est ce que les gens me disent souvent. Il s'agit fondamentalement, dans le livre Le pouvoir de l'accueil, c'est, je dirais, je vais mettre ce mot-là, une initiation à un dépouillement. Un dépouillement. Parce que souvent les gens me disent, mais vous faites quoi, du développement personnel? Non, du dépouillement. On ne veut pas développer. Il y a déjà assez de choses comme ça qui se sont développées. On veut plutôt dépouiller. Et pour dépouiller, on observe. On observe avec recul, on remet en question. Ok, est-ce que je suis née comme ça? Est-ce que ça m'appartient vraiment? Oui ou non? C'est pas d'attendre la bonne réponse. La finalité ne devrait jamais nous intéresser. C'est notre attitude que nous avons là maintenant face à ça, de dire ça m'appartient ou pas. À partir de là, vraiment, il y a cette renaissance à ce que nous sommes véritablement. L'éclosion. Notre véritable savoir inné, ce que nous sommes, et chaque être humain est unique au monde,
amène une couleur unique à l'humanité. Tout cela peut à nouveau se remettre, peut être offert à l'humanité, à la vie. Qu'est-ce que tu penses de la notion d'avoir une mission à accomplir? Quelle lourde tâche! Je me doutais que ce ne serait pas une réponse conventionnelle. Quelle lourde tâche! Tu sais, imagine les cellules de ce corps physique. Une cellule de mon estomac. Oui, je prends une cellule de mon estomac. Est-ce que cette cellule de mon estomac se demande quelle est sa mission? Heureusement, non. Parce que ce serait franchement le bordel, sinon. Ce serait la catastrophe. Si elle commence à se dire, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et si j'allais plutôt migrer vers le foie? Ça a l'air plus sympa là-bas. Non. À nouveau, aller chercher une mission. Si on va observer pourquoi, est-ce que tu te poses la question? Parce qu'à nouveau, les gens cherchent des réponses. Pour moi, par moment, permets-moi cette expression, ne se pose peut-être pas la bonne question. Ça peut paraître très direct, mais c'est comme ça que j'ai envie de le formuler. Au lieu de te demander quelle est ta mission de vie, demande-toi pourquoi tu te poses la question d'une mission de vie. Parce que quelque part, tu es dans l'illusion que tu n'es encore pas parfait, que quelque chose te manque, que tu dois amener quelque chose de spécifique à l'humanité. C'est en lien avec avec une forme de manque. C'est donc en lien avec une peur. Ça ramène toujours à cette peur. Et cette peur-là, elle a généré tellement de concepts. Ma mission de vie, la réincarnation, elle a généré tellement de concepts. Et les gens se demandent si c'est juste ou faux. Mais avant de se poser cette question-là, demande-toi d'où découle cette question, cette réflexion préalable. Et qu'est-ce que tu penses de l'autre formulation? Qu'est-ce que la vie attend de moi? Aïe, que tu ailles avec le courant, go with the flow, comme tu le disais, Diane. Juste ça. Juste ça. Que tu ailles avec le mouvement. C'est aussi simple. Suivre et accueillir ce que la vie met sur mon chemin. Ce que j'essaie de faire depuis 2 ou 3 ans, là, vraiment. Pas toujours évident, toutefois. Parce que, peut-être que ça va rejoindre certains auditeurs. Tu sais, parfois, la vie nous présente quelque chose qu'on dit, c'est-tu vraiment ça que la vie attend de moi en ce moment? Tu sais, que je me tape ça ou que je dise oui à ça, ou si ça m'est présenté pour que je fasse un autre choix. Alors, comment on accueille ça? Oui, quand je parle de la vie, Diane, quand on parle d'accueil, l'accueil, c'est un mouvement intérieur. C'est-à-dire, j'accueille ce qui se manifeste en moi, par le biais d'un symptôme physique, d'une pensée, d'une émotion. C'est un mouvement intérieur. L'accueil, a priori, n'a rien à voir avec les circonstances de la vie. Imagine, je vis une situation affligeante. Je suis en couple, je suis hautement malheureuse. L'accueil, ça ne veut pas dire accueille la situation. Accueillir veut dire, ok, dans cette situation, quelle est l'émotion? Quelle est l'émotion qui utilise cette situation et qui fait que je sois dans ce conflit? Parce que c'est une émotion qui n'a pas été accueillie, qui en règle générale ne t'appartient même pas, elle date d'il y a longtemps, ou même qui appartient à quelqu'un d'autre, de la conscience collective, de l'humanité, peu importe. Qu'est-ce que cette émotion-là, enfin, cette situation, quelle est l'émotion qu'elle m'apporte sur un plateau doré? Je vais accueillir cette émotion. À partir de cet accueil-là, les choses changent, se transforment naturellement. Par exemple, si je suis dans une relation puis que j'ai peur de m'exprimer, j'ai peur de parler, j'ai peur de me dire, puis un jour je m'en rends compte que cette relation-là me fait vivre, j'accueille, je reconnais que finalement c'est ce qui fait que j'ai attiré cette relation-là, la peur de parler. Cette relation-là est là pour m'enseigner à m'exprimer, ou je l'accueille comme elle est, puis le bout, là, qu'est-ce que je fais avec l'émotion? Oui, en fait, la situation, elle n'est pas là pour t'apprendre vraiment à t'exprimer, parce que tu sais t'exprimer. Elle est là uniquement pour que tu puisses ouvrir la porte à cette peur. Ça sert qu'à ça.
Mais c'est tellement simple, les gens parfois auraient envie d'avoir d'autres explications. Tu vois, comme ça va m'apprendre à m'exprimer. Ça va. La seule chose, c'est même que tu as attiré cette situation. La vie, elle maintient son équilibre. Et elle se dit, tiens, il y a Diane. Diane est capable d'accueillir cette forme-là de peur. Bon, comment est-ce que je vais faire comprendre à Diane qu'il faut accueillir une peur? On s'imagine, je caricaturise la vie. Ok, eh bien, on va lui faire rencontrer une personne. Bien, les 2 premières années, on va la laisser tranquille. Et à partir de là, on va pimenter un peu les choses. On va faire qu'il y ait un problème au niveau de la communication. À un moment donné, elle n'arrive plus à exprimer ses profonds ressentis face à cette personne. Le raccourci, c'est pas de se dire pourquoi est-ce que j'arrive pas à exprimer ce que j'ai envie d'exprimer à l'autre personne? Qu'est-ce que l'autre personne reflète que je n'ai pas en moi? Tu vois l'idée de nouveau du manque, l'effet miroir. Pour moi, c'est beaucoup de détours. Parce que la vie passe vite pour l'être humain. Donc on choisit les raccourcis. C'est d'aller se dire, ok, très bien. Alors là, on observe qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'exprimer. Ok, quelle est l'émotion qui se cache derrière? Il y a de la peur. Ok, très bien. Chère peur, tu ne m'appartiens pas. Mais je te donne maintenant le droit d'exister. Et je t'accueille pleinement. Puis je vais boire un peu d'eau. Juste ça. Et c'est suffisant. C'est amplement suffisant. Après, une fois que j'ai fait ça, toutes les portes sont ouvertes. Ça peut se manifester de différentes manières. Par exemple, on va peut-être se rendre compte qu'on va dire à l'autre, tu vois, il y avait de la peur. Ou tu vois, j'avais peur d'exprimer cela. Je viens de faire une belle prise de conscience. Merci à moi d'ailleurs. Oui. Donc, ça peut se manifester de diverses manières. On n'attend plus quand on est dans l'accueil, parce que souvent, il y a cette forme d'attente qui est là aussi dans les relations de couple. Genre, si j'explique cela à l'autre, c'est aussi pour que l'autre me comprenne. Donc, je suis dans l'attente. Mais, ou que l'autre change. Ou que l'autre change. Mais il faut bien observer une chose. Puisque chaque être humain est unique au monde, même si ça fait 1000 ans que je vis avec l'autre, l'autre ne pourra jamais dire « je te comprends ». Il peut au plus me dire « je peux me faire une vague idée ». Même si on vit dans la même situation. Et ça fait 1000 ans qu'on est ensemble dans cette situation. Ça ne sert à rien d'aller donner des explications outre mesure à l'autre. Surtout quand on a envie qu'il change. Parce que si toi, tu n'es pas dans l'accueil de l'émotion qui va avec la situation, l'autre ne peut pas être dans l'accueil non plus. Si ici, en moi, il n'y a pas d'accueil, là, à l'extérieur, il n'y en aura pas non plus. Et dans le couple, souvent, c'est ça. J'ai expliqué à l'autre. 1000 fois, je lui ai expliqué que ça m'énervait. Mais il ne comprend pas. Alors, pourquoi est-ce que, avant tout, tu veux lui faire comprendre quelque chose? Parce qu'il y a un état de lutte. Un état de lutte face à quoi? Parce qu'il ne range pas ses chaussettes. Mais non! Le fait qu'il ne range pas ses chaussettes, c'est juste un prétexte, un support pour que toi, tu puisses aller voir quelle est l'émotion qui se cache derrière. Accueille l'émotion. Et quand tu auras accueilli l'émotion, tu ne voudras plus que l'autre change, parce que tu le verras dans toute sa perfection, unique au monde. Comme un grand maître de notre vie, finalement. Quelqu'un qui vient, quelqu'un qui, par ce qu'il ou elle est, devient un révélateur de ce que nous sommes. Oui, révélateur. Révélateur, mais pas grand maître. Nous sommes notre propre maître. J'aime bien la nuance. Chacun est son propre maître. Sinon, ça crée des maîtres et des élèves. Des hiérarchies. Oui, puis ça, j'ai lu aussi, je pense que c'est dans la nouvelle émotion, que il n'y a pas de notion. Ah non, c'est même dans ce que j'ai repris ton image pour annoncer, la photo pour annoncer ta série de conférences ici à Québec et Montréal. Tu dis, tant qu'on va se considérer comme un élève, on ne sera jamais maître. Je ne sais pas comment tu l'as formulé, c'était très bien dit. Oui, c'est capital que chacun puisse réaliser qu'il est son propre maître. Mais il est vrai que souvent, l'être humain se considère comme un élève. Et de ce fait, il ne trouvera jamais le maître qui est en lui. Mais même moi, je dis ça souvent. Hein, puis je me souviens d'un texte que j'ai republié il n'y a pas tellement longtemps où je disais on alterne entre la notion de maître et d'élève. Des jours, j'enseigne, des jours, j'apprends. Mais pour toi, c'est pas ça. C'est qu'on... j'arrive pas à le mettre en mots, fait que je vais les laisser dire. Ça va être plus simple.
il n'y a pas d'enseignement pour moi. Parce que si l'enseignement existait, ça voudrait dire au départ que quelque chose est imparfait, que quelque chose manque. Or, en chaque être humain, c'est déjà tellement complet, ça déborde de complétude, ça déborde de perfection. Et ça n'a pas besoin d'être enseigné. Mais si on regarde l'être humain qui est, imaginons, le résultat d'un corps, d'un système mental et d'un système émotionnel. Mais si on regarde ne serait-ce que le corps physique, il est parfait. Il est parfait. Rien ne manque là maintenant. Tout fonctionne. Des milliers de fonctions qui là simultanément, à l'unisson, font fonctionner tout ceci. C'est déjà parfait. Sans qu'on le contrôle. Pas besoin de le contrôler, non, surtout pas. Donc il n'y a pas d'enseignement. L'autre jour, quelqu'un me disait à une interview à Paris, quelqu'un me disait, c'est quoi, quel genre d'enseignement offrez-vous aux autres? J'ai dit, je n'offre aucun enseignement. Parce que tout est, rien ne vous manque jamais. Je ne peux rien vous enseigner. Je peux au plus pointer mon doigt sur ce qui vous habite déjà. C'est unique, hein? Je t'écoute parler, puis je vois les commentaires de nos auditeurs qui adorent ce que tu écris, qui sont, comme on dit en bon français, flabbergastés, c'est-à-dire complètement sous le choc de ce que tu dis, parce que je pense que quand on prend la peine juste d'être ouvert à ce que tu dis, on comprend, en tout cas, on ressent que c'est ça. Puis là, il vient 100 000 questions en même temps dans notre tête, parce que, oui, mais ça, non, mais j'ai juste à accueillir, oui, mais ça, non, mais j'ai juste à accueillir. Puis, tu sais, cette notion de stress-là où on a 100 millions de choses à faire, 100 millions de choses à suivre, des formations à aller suivre, des livres à lire, devenir une meilleure version de nous-mêmes, qui est une expression qui est beaucoup galvaudée en ce moment sur le net, en développement personnel en particulier, alors qu'on est tout le temps dans plus loin, plus tard, et donc pas dans ici, maintenant. On n'est pas dans OK, et même j'allais dire qui je suis, mais tu sais, tantôt tu nous disais, c'est pas une bonne question. Ça fait... ça me limite beaucoup dans mon choix de mots, faire une interview avec Nesrine. Oui, les mots ne conviennent J'adore plus. ça me sort de ma zone de confort. Je vais juste rappeler aux gens, vous pouvez nous suivre en live sur Facebook, sur Diane Gagnon, auteur-coach, sur ma page professionnelle. Puis vous pouvez nous écouter aussi sur www.959fm.ca. Si le son n'est pas bon dans un ou l'autre, alors vous pouvez compléter en mettant les deux, puis le podcast sera disponible aussi. Tu viens à Québec, tu as une conférence, un atelier, il y a plusieurs choses. J'aimerais que tu m'en parles un peu parce qu'il y a plein d'occasions d'aller te voir, puis je pense que il ne faut pas manquer ça. Donc, à Québec, 4, 5, 6 mai, Montréal, le 11 mai, Magog, Orford, le 12 et le 13. Il nous reste encore beaucoup de temps, mais je voulais quand même que tu nous parles de ça. Jeudi, c'est Rencontre dans la présence. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une surprise, parce que la vie est une surprise. Rencontre dans la présence. Alors, en fait, contrairement à une conférence où on met un thème, là, on n'en met pas. Donc, on se rencontre. Et c'est ce que j'adore, parce que la vie, pour moi, est une surprise. Chaque moment présent est une découverte. Et donc, on est vraiment dans cette énergie où on va juste voir qu'est-ce qui se manifeste. Des gens qui vont peut-être partager des questions, ou leur propre vécu, ou qui ont envie de l'approfondir, ou qui ont lu. Souvent, c'est aussi en lien avec des lectures qu'ils ont fait. Et donc, on va échanger, partager, expérimenter, parce que pour moi, c'est ça le mot-clé. C'est pas continuer à nourrir théoriquement, avec des mots, parce qu'en règle générale, il y a déjà une saturation de mots et de concepts. Donc c'est OK, allez expérimenter là, maintenant, par rapport à cette question. Comment est-ce que je peux vivre cela?
à ma manière. Donc, c'est vraiment une invitation à échanger sur bon nombre de thèmes. J'ai beaucoup de demandes par rapport au thème « La guérison n'est pas un miracle, mais un processus naturel ». Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont venir et amorcer ce sujet-là aussi, parce qu'il y avait beaucoup de résonance par rapport à cela. Peu importe. On va pouvoir échanger sur n'importe quoi dans la vie. Est-ce que tu fais à ce moment-là une méditation, une respiration consciente? Est-ce que tu as prévu des choses à ce niveau-là? Je ne prévois jamais rien, très chère Diane. Non, je ne prévois jamais rien. C'est comme pour les ateliers. La seule chose que je sais, c'est le titre. C'est vous êtes votre propre guide. C'est ça le titre de cette tournée-ci, qui est la suite du pouvoir de l'accueil qu'on avait fait en octobre l'année passée. À partir de là, je ne prévois pas, parce que, tu sais, ce n'est pas comme une espèce de méthode où tu as de A à Z, parce que la vie n'est pas un protocole à suivre. Donc, selon le groupe de personnes qu'il y aura là, les choses vont être faites en résonance avec ce qu'il y a là. Et c'est à chaque fois différent. Même quand on a le même thème, ça change d'un groupe à un autre. Et c'est tellement beau de voir comment la vie, elle construit tout ça elle-même, sans anticipation. Donc, moi, j'appelle ça les cadeaux de la vie. Hein? Quand on reste ouvert puis qu'on se laisse guider, le go with the flow, c'est ce que la vie amène souvent, c'est « Oh, wow! J'aurais pas pu prévoir ça moi-même, c'est sûr. » Je trouve que c'est toujours beaucoup plus grand que ce que j'imaginais ou ce que j'aurais pu imaginer. Ta soirée conférence, c'est sur le même thème, et ton atelier de samedi et dimanche aussi. Exact. L'atelier, donc, et la conférence de ce vendredi, l'atelier de samedi dimanche, ici à Québec, et pareil à Montréal et Magog, exact. Ce sera sur le thème « Vous êtes votre propre guide ». Donc c'est un vaste sujet, à nouveau. C'est vraiment un vaste sujet. Les gens doivent te poser toujours des questions semblables. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Comment on fait? Le comment on fait. Comment on fait et je trouve ça très bien. Je trouve ça très très bien, parce que ça montre bien que il y a vraiment une soif d'envie de mettre en pratique. Souvent, les gens aux ateliers me disent qu'ils ont au préalable, souvent ce sont des gens aussi qui ont déjà suivi beaucoup d'ateliers et autres, puis ils disent ça me plaît parce qu'on va à l'essentiel et on met en pratique. On expérimente vraiment ce qui est dit. Donc, il y a peu de théorie. Donc, ils veulent savoir comment faire. Et c'est exactement là-dedans qu'on va. Vous êtes votre propre guide, il ne faut pas que ça reste un concept. En règle générale, les gens ne sortent pas avec des concepts de l'atelier. Ils ressortent plutôt dépouillés. Dépouillés et avec l'essentiel. Ce qui les a toujours habités. Qu'est-ce que les gens te partagent quelques semaines après avoir fait un atelier avec toi? Quel bout de chemin ils ont réussi à faire, de faute de meilleurs mots? Alors, ce qui revient à chaque fois, c'est « Oh, la vie est tellement plus simple que ce que j'avais imaginé. » C'est tellement plus simple. Ça, c'est quelque chose qui est assez unanime. Puis, on retrouve aussi beaucoup de « Je me sens en paix. Je me sens en paix maintenant. » Même que la situation n'a pas changé. Tu vois? L'accueil amène la paix. L'accueil, c'est la paix. C'est vraiment la paix. Donc, souvent, les gens me disent « Je goûte enfin à cette paix. » À cet état-là de sérénité. Il y a un peu de similitude, je sais que les comparaisons c'est toujours boiteux, mais avec ce que les bouddhistes nous disent aussi. Accueil, c'est la résistance qui crée la souffrance, vivez le moment présent, soyez en pleine conscience, respirez consciemment. Est-ce que tu te retrouves, est-ce que tu as l'impression que tu connectes un peu avec ce mouvement-là, ou cette manière d'être là? Alors, pour ce que tu as évoqué, je peux dire oui. Maintenant, je ne connais pas le bouddhisme. Tu sais, je connais franchement pas grand-chose, Diane.
Tu connais l'essentiel, en tout cas. Je crois que je connais ce qui doit être connu là pour ce moment présent. Mais dès l'instant où il y a une connaissance, elle est systématiquement, je vais utiliser ce terme, rejetée. Ah oui. Parce que, ok, cette connaissance-là était appropriée pour ce moment présent particulier. Ne prends pas avec cette connaissance, ne la transpose pas au prochain moment présent. Parce que chaque moment présent est unique. Et la connaissance que tu peux découvrir l'est aussi. Donc, c'est un processus de dépouillement continuel. Le pouvoir de l'accueil amène vraiment à ce processus de dépouillement intérieur. On n'a donc plus rien. On n'a plus rien à quoi s'accrocher. Parce qu'on devient notre propre bouée de sauvetage. Donc, on n'a pas besoin de sauver, mais c'est pour donner une image. On devient notre propre guide, notre propre lumière. Donc, tous nos anciens points de repère, de dire je vais faire comme ça, parce que la dernière fois ça a bien fonctionné, ça ne fonctionne plus, ça. Ce n'est même plus recherché. Ce n'est plus recherché parce que, au final, moi, je me considère vraiment comme, en tant que cet être humain que je ne suis pas, comme un ignorant. J'aime l'ignorance parce qu'elle ouvre toutes les portes à la découverte. Mon Dieu, si je savais déjà tout, déjà de un, qu'est-ce que je m'emmerderais franchement? Ce ne serait plus une découverte. Je pourrais que dire, je sais déjà, je sais ça, je sais tout. Alors à quoi bon vivre? Mais non, je goûte vraiment, cet être humain, Nasrine, goûte à cette notion d'ignorance quelque part. Parce que ça laisse les portes ouvertes à explorer. Et à explorer quelque chose qui résonnera pour lui. J'ai une question qui me vient depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que ça amène dans tes relations sociales avec les autres, avec tes amis, ta famille ou tes proches? Oui. Avez-vous des sujets de discussion? Ah oui, oui. Alors qu'est-ce que ça amène? À nouveau, dans l'idée qu'il n'y ait pas besoin d'amener quoi que ce soit, mais on va formuler comme ça, vu qu'on utilise des mots. Quand on goûte à ce pouvoir d'accueil, alors il y a quelque chose de magique qui se produit, et ça beaucoup de gens me le rapportent aussi. Ils me disent, je découvre l'autre. Je redécouvre mon mari, ma femme. Ça fait 50 ans que je vis avec. Et en fait, je redécouvre l'autre. Pourquoi? Parce que quand on est dans cet état d'accueil, la notion de mémoire, de projection, tu sais, tu donnes un prénom, Isabelle. Si tu as quelqu'un que tu connais qui s'appelle Isabelle, en une fraction de seconde, tu as des projections. Un espèce de profil psychologique est déjà en train de se créer, sans même que tu ne le veuilles. Ce dépouillement-là amène aussi à voir l'autre tel qu'il est derrière toutes ces projections, toutes ces idées fausses, toutes ces limitations, ces limites finalement qu'on lui a... On le limite finalement nous-mêmes. Oui. Ah oui. Ah oui, parce que tu vois, ma femme, elle est comme ceci, ça ce sont ses forces, ses qualités, et ça ses défauts. La plupart des êtres humains vivent comme ça. Ils arrivent à te décrire l'autre, mais de manière incroyable. Ou même de diagnostiquer une maladie mentale, par exemple, un bipolaire, un trouble de personnalité limite. Oui, oui. Et le pouvoir de l'accueil amène vraiment à... Ça t'enlève tout ça. Ça laisse de l'espace libre à chaque fois à la découverte. Et donc, quand je vais voir l'autre que je connais depuis 50 ans, et à cet instant-ci, je le vois, sans le regarder à travers cette vieille mémoire. Ton disque dur est effacé, finalement. Exact. Je peux le voir pour ce qu'il est réellement, parfait et unique au monde. Donc, ça change toute la dynamique au niveau des relations. Tu vois ce que je veux dire? Aussi, quand les gens me disent, j'ai eu un problème relationnel, ça fait 5 ans que je ne peux plus voir ma mère. C'est ce qui était passé au dernier séminaire. La fille donc me disait, ça fait 5 ans, je ne peux plus voir ma mère. Il y a eu un événement quelconque, même pas la peine d'en parler, franchement, qui a généré beaucoup de lutte. Et cette émotion, à partir de là, elle s'est accentuée, parce que plus il y a de la lutte, plus l'émotion s'accentue. Donc il y avait beaucoup de colère.
Et puis, qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans le pouvoir, quand on goûte à cet état d'accueil, la colère est accueillie. On comprend qu'on n'a jamais eu aucun problème avec maman. Maman est juste le support de la colère. Ça n'a rien de personnel. On ne peut jamais donc dire que j'ai personnellement un problème avec telle personne. Non, l'autre est juste le support d'une émotion. Et dans ce cas de figure-là, la maman était support d'une colère. Quand, après le séminaire, elle m'a dit, 2 jours après, elle m'a envoyé un mail et elle m'a dit, je viens d'aller manger avec maman. Oh, mon Dieu. Et ça s'est fait naturellement. Sans aucune anticipation, ça s'est juste fait naturellement. Donc, lors du séminaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accueilli l'émotion colère qui allait avec maman. Ça se fait de d'innombrables, diverses manières. C'est pour ça que je propose toujours beaucoup d'exercices pour que chacun trouve un peu ce qui résonne le mieux pour lui. Donc, ça change la dynamique, la relation que nous avons avec les autres. On ne voit plus la personne à travers ce voile de mémoire. Est-ce qu'on s'excuse encore? Non. Pourquoi? Et il n'y a pas besoin de s'excuser. Et il n'y a plus besoin de se justifier. Parce que tu parles, puis j'ai l'impression que j'ai 50 livres de moins sur les épaules. C'est très... ça allège beaucoup, je trouve. Oui. L'accueil, c'est la légèreté. C'est vivre dépouillé. Dépouillé intérieurement. Et il n'y a plus d'anticipation, il n'y a plus de projection, il n'y a plus rien de tout ça. On donne vraiment la liberté totale à l'autre aussi, puisqu'on ça vaut avant tout pour nous-mêmes, d'être ce qu'il est. On lui donne enfin quelque part le droit, ça peut paraître prétentieux, mais c'est comme ça que ça se manifeste, puisque nous donnons le droit d'être comme nous sommes. Véritablement, nous permettons à l'autre d'incarner sa propre perfection, enfin. Et il y a un truc magique aussi qui se produit, c'est qu'on ne donne plus de conseils. On n'en donne plus et on n'en demande plus. Parce que souvent, le bémol avec les conseils, c'est que le meilleur conseil, c'est il n'y a que toi qui saches ce qui est juste et bon pour toi. Parce que tu es unique au monde. Il n'y a que toi qui saches ce qui est juste et bon pour toi. C'est le seul conseil que nous puissions donner, si vraiment c'est nécessaire. Mais toute autre forme de conseil, je pense que tu devrais, ça s'efface. Parce qu'il n'y a plus de peur. Et souvent un conseil, quand on écoute, c'est pour ça que je dis, écoutez-vous parler, écoutez l'autre, écoutez. Derrière un conseil, souvent se cache la peur. Tu sais, j'avais un seul travail. Je donnais des cours d'allemand. J'ai fait ça pendant 3 ans. C'était le seul job que j'ai eu, entre guillemets. Et un jour, tout à coup, ça s'est manifesté comme ça et ça a dit, maintenant, j'ouvre le cabinet. Je fais autre chose. Quelque chose qui, voilà, ça résonne plus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une amie m'a de suite dit, tu gagnes bien ta vie maintenant. Tu ne devrais pas quitter ce travail. T'as un job, t'as l'argent, t'as la sécurité. Souvent on court après la sécurité. Pourtant la vie est sans garantie. Tout le monde le sait. À l'instant même où j'ouvre les yeux sur ce monde, à l'instant même où je sors un orteil de mon lit, je suis en zone risque. Mais elle est comme ça la vie. Donc la garantie, elle n'existe pas. La sécurité encore moins. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette amie, dans tout son amour pour moi, elle n'a pas arrêté de projeter ses propres peurs. C'était très amusant à observer. Puis je lui ai dit, ok, donc tu as vécu cette situation. À un moment donné, tu as quitté ton travail et ça a été la galère. Ça a été la catastrophe pour toi, non? Elle me dit, oui, comment tu sais? J'ai dit, écoute-toi parler. Tu es en train de me parler de tes peurs. Tu penses me donner des conseils. De tout cœur, merci. Mais je n'en ai pas besoin. Parce que même si tu as vécu la même situation que moi, tu l'as vécu à ta manière. Moi, je vais la vivre à ma manière. Donc, les conseils n'ont plus aucune... Comment on transmet ça à nos enfants, cet accueil-là?
parce qu'évidemment, les conseils avec nos enfants, rendus à un certain âge, ça ne donne rien non plus. Comment je veux bien croire que l'exemple, en étant soi-même dans l'accueil, peut être inspirant, mais quand il y a de la résistance de la part de l'autre côté, que fait-on? Quand il y a de la résistance de l'autre côté, à nouveau, la vie est une expérience hautement interne, donc elle se produit à cet instant ici, elle se manifeste ici en moi. C'est ici qu'elle est vue, par là, à l'extérieur. Donc la première chose que je vais faire, entre guillemets, s'il y a quelque chose à faire, c'est d'accueillir l'émotion qui va avec la résistance. La résistance de l'autre ou ma résistance à accueillir la résistance de Ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose. Ça rejoint toujours la même émotion qui est la peur. La peur de ne pas pouvoir guider l'enfant, la peur de ne pas pouvoir être un bon parent, la peur qu'il se trompe, qu'il se fasse mal. C'est de la peur, c'est essentiellement de la peur. Donc, avant tout, nous allons accueillir cette peur. Exact. C'est même pas que c'est notre peur. Cette peur, elle met en situation Diane, imaginons, face à cette autre personne ou à son enfant. La peur n'appartient ni à Diane ni à l'enfant. Ni à l'un ni à l'autre. Elle appartient à qui? Elle appartient à la conscience. Juste à la conscience. Mais ça, c'est un vaste sujet. Donc, elle apparaît à Diane et à l'autre. Ok, chère peur, tu n'appartiens ni à mon enfant, ni à moi-même. Mais nous te donnons le droit d'exister maintenant. Et nous t'accueillons pleinement. Ça, tu le fais pour toi. Observe ce qui se passe. Mais pas observe ce qui se passe parce que tu as mis ça en place, regarde qu'est-ce qui va se produire et sois dans l'attente. Non, juste observe. Observe ce qui se passe de cette peur qui faisait qu'on avait une respiration thoracique. Qu'est-ce qui se passe quand on passe à... Oh. J'accueille. Ok. Là, ça s'assouplit. Là, ça s'assouplit. Si ici c'est souple, là c'est souple. Oui. Après, ça n'empêche pas de dire à l'autre, tu vois, cette situation, ça amène à de la peur. N'empêche pas. Oh, tu as peur toi aussi? Mais même quand on est dans l'accueil, ça ne veut pas dire que, par exemple, je suis dans une situation, que ce soit au niveau professionnel ou personnel ou familial, où l'autre n'est plus en résonance avec moi, ou je ne suis plus en résonance avec l'autre, je dirais. Là. On n'est pas obligé de rester dans cette situation-là parce qu'on est dans l'accueil. Non, du tout. On fait nos choix à partir de ce qui résonne en nous. On ne fait plus de choix. On fait plus de choix. C'est un grand poids qui est vraiment ôté là de nos épaules. On n'a plus besoin de faire du choix parce que dès l'instant où il y a cet accueil intérieur, l'accueil permet la meilleure action ou inaction qui soit. Mais ça se fait naturellement. OK, c'est même pas un choix, c'est comme pas un réflexe, mais un élan. C'est ça. C'est un élan, exactement, Diane. Donc, c'est pas un choix découle toujours d'une anticipation mentale, c'est intellectuel, un choix. L'accueil n'a rien d'intellectuel. Ça n'a vraiment rien d'intellectuel. Et encore moins en lien avec une anticipation. Donc, une fois que j'ai accueilli ça, ça ne veut pas dire que je vais rester avec l'autre toute ma vie. Tu sais, on a beau se faire de belles promesses. Oui, quand on se marie ou qu'on se... Pour juste que c'est comment la phrase, je ne m'y connais pas non plus là en formule. Pour le meilleur et pour le pire, voilà. Jusqu'à la mort nous sépare. Pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la mort nous sépare. Non, je te dis oui pour maintenant. Oui. Parce qu'il n'y a que le moment présent. Je ne sais pas ce qui va se produire dans 10 minutes. Les ateliers, je vais rappeler les moments. Là, jeudi, le 4 mai, ça s'appelle Rencontre dans la présence. Vendredi, le 5 mai, c'est une soirée conférence. Et samedi, les 6 et 7 mai, c'est un atelier. Ça se passe où? Est-ce que tu sais, c'est à quel hôtel? Alors, c'est à l'hôtel classique, ici à Québec, sur le boulevard sauf erreur. Comme c'est ma merveilleuse amie Isabelle qui s'occupe de toute l'organisation, j'invite toutefois tous ceux qui nous écoutent, voilà, d'aller sur mon site nasrinreza.com et là, ils pourront cliquer sur le lien qui les amènera sur la programmation. Oui, un site où on voit beaucoup de belles choses de toi, des vidéos. Tu parles de tes livres aussi. Est-ce que tes livres sont disponibles sur ton site où on peut
Je sais qu'ils sont sur Amazon et dans les librairies, mais est-ce qu'ils sont sur ton site aussi? Non, alors je les ai pas mis sur le site parce que j'aurais pas le temps de gérer, au fait, cela. Je comprends très bien. Alors, la Nutri-émotion, qui est Oui. le premier livre, le pouvoir de l'accueil, qui est celui qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps, l'année dernière. Je crois. Oui, au mois de mars, sauf Ouais. erreur 2016, oui. Et là, tu en sors un autre bientôt. Oui, Comment ça va s'appeler? ça va s'appeler l'éclosion. Oh, que c'est beau. Oui. Et tu prévois lancer ce livre-là quand? Alors, si la vie le veut bien, ce sera pour la fin de cette année. OK. Oui, On ce va sera... surveiller ça. On va se laisser surprendre, oui. Oui. Donc, tu vas aller plus loin dans le pouvoir de l'accueil, c'est ce que je comprends. Exact. Ah. En fait, tu sais, ça se suit. Tu as lu aussi la Nutri-émotion, puis il y a le pouvoir de l'accueil. C'est vraiment un processus de dépouillement. Oui, Donc, dans l'éclosion, Oh, wow. voilà, là, on va aller encore plus loin. Exact. On a hâte de lire ça. Srine Reza, c'était un grand honneur. J'aurais pris encore 2-3 heures de plus avec toi, je pense. C'est incroyable que 2 heures se soient déjà passées. Ah oui, en effet, alors Oui. ça passait vite. C'est vrai, hein? Puis il me semble qu'on a à peine effleuré tout ça. Alors, je te réinvite la prochaine fois que tu seras à Québec. Oh. On ira plus en profondeur encore parce que c'est ce que tu apportes, ce que tu nous aides à révéler en nous est d'une richesse inestimable. Et il faudrait que... Ce serait chouette s'il y avait plein de Nasrine Reza, mais il n'y en a qu'une. Oh, j'ai été honorée de pouvoir participer à ta belle émission, Diane. Merci, merci pour ce moment de partage qui est vraiment hautement précieux pour moi. Alors, je te remercie 1000 fois. Merci du fond du cœur.